On va commencer tout de suite, Salim, parce que c'est sûr que la rentrée parlementaire déjà a commencé au Québec, à Québec, je veux dire. À Ottawa, ça commence la semaine prochaine. On va commencer très rapidement avec les affaires fédérales, parce que c'est sûr que le temps où on a enregistré l'épisode la semaine passée, les événements qu'on va discuter n'étaient pas encore arrivés. Puis, je veux qu'on discute un peu de Justin Trudeau. Je sais qu'il a fait la une de plusieurs journaux, sa visite en Inde avec la rencontre du G20. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails, c'est sûr que c'est embarrassant. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec la relation qu'il a avec le premier ministre de l'Inde, mais c'est juste des situations qui, je pense, nous mettent continuellement dans l'embarras. Et ça donne un peu de gaz à son opposition, plus particulièrement le Parti conservateur, qui était la semaine passée, on l'a dit, il y avait leur congrès. Donc, ils en ont profité énormément des gaffes du premier ministre et des situations peut-être qui sont pas contrôlables. Je sais pas c'est quoi qui arrive. Mais je voulais qu'on en parle parce que ça a l'air que les derniers mois, ça va vraiment pas bien pour Justin Trudeau, pour son parti, généralement pour son gouvernement. Et je trouve que même lui, c'est pas le Justin Trudeau qu'on est habitué de voir en début de son entrée comme premier ministre en 2015, où il y avait comme, je sais pas, un certain... on voyait un peu plus la passion pour faire cette job-là. En plus de ça, il y avait plein de contenus, il y avait des publicités, il y avait des messages, il y avait des petites vidéos, des clips. Il y avait une équipe de feu qui était dans le contenu. D'ailleurs, j'en connais quelques-uns, là. Et j'ai l'impression que dernièrement, il se fait attaquer de tous les bords, puis il n'y a rien. Il n'y a pas une réponse. Il n'y a rien à répondre aux députés qui s'opposent à lui ou qui le critiquent. Mais en même temps, il n'y a pas de contenu. Il n'y a rien pour peut-être, je sais pas, montrer aux gens que, regarde, on est en train de faire quelque chose, puis inquiétez-vous pas de ce que les autres disent. Tu sais, la politique, là, je trouve qu'il y a une absence quelque part. Écoute, je vais essayer de te donner pas une explication, mais en tout cas mon impression de la chose. Mais mon impression de la chose, elle est quand même assez générale. Tu sais, un gouvernement, dans la vie d'un gouvernement, tu sais, un gouvernement fait de bonnes choses, de moins bonnes choses, puis parfois de mauvaises choses. C'est normal. N'importe quel gouvernement est élu démocratiquement et même dans les dictatures. C'est souvent comme ça. Il y a de bonnes choses, de moins bonnes choses, puis de mauvaises choses qui se font. Et écoute, qu'on le veuille ou non, on est à l'aube de l'automne 2023. Donc, ça veut dire que le gouvernement actuel est en place, le Parti libéral du Canada est en place au pouvoir depuis... 21. Ben non, depuis 8 ans. Là, oh, depuis le début, de 2015. Oh, ouais. Depuis 2015. Et donc, qu'on le veuille ou non, quand tu es dans le début de la vie d'un gouvernement, on voit les bonnes choses. Mm-hmm. On voit les moins bonnes choses, mais qui sont OK. Mm-hmm. Puis, ce qu'on voit moins, c'est les mauvaises choses ou les choses qui sont plus complexes ou les dossiers qui sont un peu mal ficelés ou mal gérés. Et tout. Puis ça existe dans tous les gouvernements du monde, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui arrive, ça c'est quand tu es en début de mandat. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est lorsque tu es 8 ans plus tard, c'est sûr que c'est un peu l'effet inverse qui se passe. C'est naturel hein, dans l'esprit des gens, des électeurs, dans une démocratie, c'est assez normal. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue où les bons coups, on les voit moins. Les moins bons coups, on est critique, c'est-à-dire au lieu de voir le verre à moitié plein, on voit le verre à moitié vide. Puis les mauvais coups ou les dossiers moins bien ficelés, ou que ce soit à cause des politiciens ou même ou d'un contexte particulier, et bien là, on les voit. Et là, ça colle à la peau. Puis là, on est dans une situation où on a un gouvernement qui fait face à ça. C'est une réalité. C'est une réalité que d'autres gouvernements ont connue avant, puis celui-là ne fait pas exception, puis c'est un peu normal. Puis là, ça se traduit dans une grogne externe qui finit par toucher
l'interne au point où tu as des gens à l'interne qui commencent à grogner. Yeah. Ouais. Et on l'a vu hier, il y avait leur caucus précessionnel, puis il y a eu plein de chuchotements à l'effet que, tu sais, il y a plein de membres du caucus qui sont pas contents. C'était plus que des chuchotements. Moi, je pense que les gens ont parlé assez... C'est ça, tu sais. Donc moi, tu sais, au courant de cette semaine, peut-être la semaine prochaine aussi, ça m'étonnerait pas de voir, tu sais, des commentaires de type anonyme à l'effet que, tu sais, on a besoin peut-être d'un nouveau leader ou peut-être de renouveler le parti. Il y a plusieurs qui pensent, d'ailleurs, c'était les questions pratiquement qu'on lui posait hier, c'était à cet effet-là. Est-ce que vous voulez rester? Est-ce que vous avez l'intention de rester comme leader? La réponse qu'il a donnée, évidemment, c'est il va pas dire ben là, j'y pense. C'est pas ça. C'est sûr qu'il va pas sortir dire une affaire de même. Mais I don't know. Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de pression en ce moment dans son caucus. On connaît évidemment, toi puis moi, des personnes qui soit travaillent pour lui directement ou dans d'autres bureaux de députés. Donc, on a quelques contacts. Et c'est pas maintenant, pour moi, là, c'est pas nouveau. Ça fait quand même plusieurs mois, je dirais, même l'année passée, là, où ça a commencé un peu à lancer quelques indices. Ben là, je vais pas donner l'impression que je suis là pour défendre. Moi, je défends personne puisque je fais partie de rien. Mais je veux quand même dire qu'on est extrêmement sévère avec le gouvernement en place. On est extrêmement sévère avec un gouvernement en place depuis 8 ans. Et justement, la dimension du fait que ça fait 8 ans qu'il est là, forcément, ça vient avec l'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir, là, c'est pas une expression que toi et moi avons inventée. C'est une expression appropriée depuis des générations et des générations et des générations. Parce que plus tu passes de temps au pouvoir, plus il y a une certaine fatigue, effectivement, des gens de te voir, de tes politiques, etc., etc. Maintenant, moi, ce que j'ai envie d'avancer quand même, c'est que dans la vie d'un gouvernement, un gouvernement connaît aussi des hauts et des bas. Et ces hauts et ces bas sont dus parfois à des questions purement politiques et parfois sont dus à des questions qui sont très contextuelles. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a eu une pandémie. Cette pandémie, dans la tête des gens, elle a duré 3 ans à peu près, là, 2 ans et demi, 3 ans, où le gouvernement fédéral était très présent pour soutenir l'économie canadienne, pour pas qu'elle s'écrase, pour soutenir les Canadiens, pour que ce soit un moment... Puis, sais-tu quoi? Avec un peu de recul, on peut le dire... mis à part les gens qui ont connu bien sûr des problèmes sanitaires et des problèmes connexes à la pandémie, mais d'une manière générale, et là vraiment je généralise parce que tout le monde ne l'a pas eu facile, mais d'une manière générale, le gouvernement fédéral avec les provinces sont arrivés, enfin lui est arrivé avec les provinces aussi bien sûr, à maintenir une certaine stabilité. C'est pas mal. Mais 3 ans, c'est long. Puis là, tu as une autre crise qui, d'une certaine manière, découle de la crise sanitaire qu'on a connue, celle de l'inflation, celle où les gens en arrachent vraiment beaucoup. Ouais. Écoute, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas un Canadien qui va à l'épicerie aujourd'hui puis qui ne voit pas comment ça coûte plus cher. Écoute, je me rendais compte la dernière fois, j'achetais un pot de cornichons que j'avais l'habitude d'acheter à 5,69. Il est rendu 9 et quelques. Là, donc, c'est pour... non, 6,59, il est rendu 9 et quelques. Il y a comme $3 de différence là, quand même. Là, c'est énorme. J'en achète plus. ou juste quand j'en veux vraiment. Mais non, mais plus sérieusement, le gouvernement vit cette crise-là. Ça touche les gens. C'est normal qu'au caucus, les gens grognent parce qu'ils se disent « Ouais, mais c'est parce que mes gens sont touchés par ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Mais tu vois la différence. C'est normal. Je ne veux pas t'interrompre, mais la pandémie, là, elle a été vécue partout au Canada, puis surtout à tous les niveaux, de gouvernement, tous les paliers. Au provincial, on a vécu ça aussi, puis pas juste au Québec, partout au Canada, dans toutes les provinces. Moi, je ne vois pas la grogne que Justin Trudeau, en ce moment, vit dans son caucus, par exemple, auprès de la CAQ au Québec, ou en Ontario, ou dans les autres provinces. Ça a l'air que
c'est comme une grogne ou une frustration quand même particulière envers Justin Trudeau. C'est sûr que l'usure du pouvoir, c'est une affaire qui est cyclique. On l'a déjà vu auparavant. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a rien qui est fait. Il n'y a presque pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de réponse ou... comment je vais te dire ça? Les gens n'ont plus l'appétit pour les réponses qu'on leur donne. Mais c'est un bon point. Moi, je suis arrivé à un point où je regarde les réseaux sociaux, puis quand je tombe sur un post une publication de Justin Trudeau, j'arrête même plus maintenant. J'ai perdu un peu cet intérêt. Puis ça vient de nous qu'on est intéressé par l'affaire publique, tu comprends? Par ce qui se passe, puis ce que les élus disent, etc. Donc, imagine ton citoyen moyen. Là, mais justement, tu vois, le fait que toi et moi avons travaillé déjà en politique, le fait qu'on ait côtoyé quand même beaucoup de politiciens au gouvernement comme dans l'opposition, justement, on est capable d'avoir cette espèce de recul par rapport à un phénomène politique. C'est-à-dire que il y a la perception, il y a la réalité. Mm-hmm. Je sais qu'on dit souvent que la perception, c'est la réalité en politique, puis exactement ce que vit le gouvernement fédéral en ce moment. Donc c'est-à-dire que la perception qu'ont les gens, ils l'attribuent à son action ou son inaction, dépendamment de comment les gens le voient. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai du mal à croire qu'on a un gouvernement fédéral qui n'a pas de réponse, qui n'a pas de plan, qui ne sait pas où ça en va. Mais c'est quoi les réponses? Si on regarde les plus gros dossiers en ce moment qui affectent le gouvernement, tu as mentionné la crise de l'inflation, il y a une crise de logement. C'est quoi la réponse du gouvernement? Il n'y en a pas. Puis là, tu as l'opposition qui en profite à 100% pour l'attaquer constamment. Puis Justin Trudeau qui sort, qui dit, ben oui, on va travailler là-dessus, puis on va avoir un plan. Ben il est où le plan? Tu sais, justement, qu'est-ce que tu vas faire dans le secteur du logement? Les prix sont ridicules. Il n'y a personne qui peut s'acheter une maison aujourd'hui. Tu sais, l'économie, je ne sais pas où elle s'en va. Il y a une responsabilité, évidemment, comme gouvernement, puis il n'y a pas de réponse. Moi, je ne sais pas. C'est quoi le plan? Moi, je peux te répondre juste d'un point de vue macro, si tu veux, dans le sens que si on vient le voir d'un point de vue politique, l'usure du pouvoir fait en sorte qu'il y a un gouvernement qui est plus malmené, à la fois par les oppositions, les médias, certains groupes dans la société civile, etc. Ça se peut bien. C'est tout à fait... Moi, je pense pas qu'il y a... je ne pense pas qu'il y ait rien qui se passe. Il y a des budgets qui ont été annoncés, dans lesquels il y a de l'argent. Puis tu le sais, hein, comment ça se passe. C'est pas vrai que quand tu l'annonces dans ton budget en claquant des doigts, il y a des choses qui se font. Ça prend un certain temps pour déployer les programmes, les projets, etc. Enfin bref, ça prend un certain temps. Bon, maintenant, à la question de est-ce que ça devrait peut-être aller plus vite pour que ça réponde davantage aux besoins, mais évidemment, je veux dire, à un moment donné, tout le monde voudrait régler une crise avant même qu'elle n'existe. Tu as une crise d'inflation, t'aimerais ça au moment même où tu as pensé à une solution, que la solution fasse effet. Mais la réalité, on la sait tous, c'est que ça met du temps. L'important, c'est de les mettre en place. Maintenant, c'est sûr que d'un point de vue politique, si tu as une population qui est un peu fatiguée de certaines politiques ou de certaines approches, etc., à un moment donné, il va y avoir des élections, puis la population va décider si elle va maintenir ce gouvernement parce qu'elle considère que c'est encore ce gouvernement qui va régler ça, ou
va faire élire un autre des partis politiques présents à la Chambre des communes. Mais justement, parlons-en, parce que c'est justement le point que je voulais faire, c'est que on voit plus cet esprit de combattant là, de Justin Trudeau qu'on avait l'habitude de voir. Puis, on se demande, puis moi aussi, si il y a du gaz dans le réservoir pour faire une autre campagne. Lui, il dit qu'il va demeurer en poste. On l'a déjà discuté dans d'autres épisodes. Puis je suis d'accord avec toi, je vois pas comment il peut démissionner de son poste alors qu'il reste peut-être 2 ans avant la prochaine élection fédérale. Il va vraiment mettre son parti dans une position très difficile, bien que, j'avoue, il y a plusieurs, peut-être dans son caucus, qui aimeraient prendre sa place. Ça, on le sait, puis c'est toujours le cas en politique anyway. Mais je me demande, puis on le voit dans les journaux, est-ce qu'il reste du gaz à Justin Trudeau? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour vraiment se lancer en campagne électorale, ou est-ce que son opposant principal, hein, est-ce que Poilievre lui est rentré vraiment dedans, là, fort? Mais, alors regarde, déjà, il faut se rappeler d'une chose qui est très importante. C'est que quand tu te fais élire suite à une élection, tu as un mandat de 4 ans. Mm-hmm. C'est un mandat de 4 ans dans lequel on te demande de faire des choses. En fait, tu fais des promesses en campagne électorale, tu te fais élire sur un programme, puis là, tu as 4 ans pour mettre en place ton programme. Là, tu peux te faire réélire une autre fois, etc., etc. Là, en ce moment, c'est le 3e mandat du premier ministre Trudeau. Comment je veux dire ça? C'est minoritaire, donc on ne sait pas si c'est un 4 ans au complet ou non, mais en tout cas, il a 4 ans. Il a 4 ans. Ensuite, est-ce que quelqu'un va vouloir faire tomber le gouvernement? Est-ce que les partis d'opposition vont faire tomber le gouvernement? Ou est-ce que le gouvernement va décider de déclencher ses élections lui-même? Bon, l'avenir nous le dira. Mais tu as 4 ans. Que tu sois gagnant, c'est-à-dire que tu sois dans une bonne position pour gagner les prochaines élections ou non, ton mandat, il faut que tu le finisses et que tu fasses ce que tu as à faire dedans. Donc là, tu sais, par exemple, quand tu me poses la question, est-ce que Justin Trudeau a encore du gaz? Tu sais, moi, j'ai envie de te dire, je ne sais pas s'il a du gaz. Mais il n'a pas le choix. Mais il a du temps pour faire ce pourquoi. Ensuite, on peut, regarde, peut-être qu'il les perdra les prochaines. Je ne le sais pas, on ne le sait pas. Mais et s'il les perd, il aura fait les mandats qu'il avait à faire et il aura eu le temps de faire ce qu'il pensait être bon pour le pays et ce pourquoi il s'est fait élire. Tu sais, je te rappelle un truc. Philippe Couillard, par exemple, au provincial, là, je fais un saut au provincial, mais c'est pour faire un parallèle. Philippe Couillard, il y a, je pense, 85% ou plus de ses promesses électorales de 2014 qu'il a livrées. Puis en plus, elles étaient méchamment compliquées à livrer. C'est rigueur budgétaire, on lui a collé l'étiquette de l'austérité, puis il fallait faire le ménage dans les finances publiques, etc. Les gens ont voté pour ça, les gens, il n'y a pas menti, hein, il n'y a pas réservé de surprise. Alors, est-ce que ça fait mal? Ben oui, c'est sûr que ça fait mal. Est-ce que dans la communication, il y avait des manques? Oui. Enfin bref, on peut refaire le procès des années Couillard, mais la réalité, c'est que Couillard a livré la marchandise. Mais écoute, il ne s'est pas fait réélire. Mais il a eu son mandat. Il a fait son 4 ans et des poussières. Là. Il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, les Québécois ont décidé que, OK, on va prendre une autre trajectoire, on va prendre une autre direction. Et ils ont élu M. Legault et la coalition Avenir Québec. Ouais. C'est sûr que, n'oublions pas une chose aussi, hein, on est en politique. Puis, on est en train de voir les sondages maintenant qui, pendant des semaines, continuent à montrer un parti conservateur du Canada qui ne fait qu'augmenter dans l'appréciation des électeurs. D'ailleurs, je pense aujourd'hui, ce matin, il y a eu un autre sondage, je pense, Abacus, qui a donné 15 points d'avance, je pense, à Pierre Poilievre. Mais tu as raison, les élections peuvent être étirées jusqu'en 2025. C'est Justin Trudeau qui décide, puis d'ici là, il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est pas tout seul qu'il décide. Hein. On s'entend qu'on est actuellement dans une forme de
de cohabitation, Ouais, de coalition. il y a l'entente avec le NPD, mais on s'entend que cette entente-là, moi, je vois mal comment le NPD peut être celui qui va briser l'entente parce qu'il est dans la meilleure position qu'il aurait pu espérer. Tu sais, il y a cette entente-là où il peut glisser quelques politiques, puis ils l'ont déjà fait avec les soins dentaires, je pense, ou whatever. Ben oui, mais moi, regarde, c'est bien que tu en parles. Parce que tu as tout à fait raison. Je pense que autant les libéraux y ont trouvé une bonne façon de stabiliser le gouvernement dans cette alliance avec le NPD, autant le NPD a aussi trouvé un moyen de faire avancer un peu son agenda, etc. Sauf que, attention, c'est à double tranchant. Si le NPD arrive jusqu'à la fin de la législature actuelle avec son alliance avec Trudeau, ben, tu sais, en élection, il y a beaucoup de Canadiens qui vont se dire, bon ben là, c'est parce que... il va partir avec la vague. Mais c'est-à-dire dans ce cas... Non, mais c'est-à-dire, à un moment donné, le NPD n'aura pas fait les gains parce qu'au final, c'est un gouvernement libéral qui aura mis en place ça, y compris quand bien même le NPD aurait eu des idées populaires et que certains trouvent bonnes. Tu sais, ça, c'est une chose. Maintenant, moi, je te dirais, stratégiquement, là, moi, je ne suis pas NPD, je pense que je l'ai dit assez souvent, là. Je respecte, par exemple, mais disons que je n'ai pas beaucoup d'affinités, mais regarde, stratégiquement, pour le NPD, ce ne serait pas une mauvaise chose, à un moment donné, de prendre ses distances du gouvernement. Parce que si tu prends pas tes distances du gouvernement... On va t'inclure dans la même batch, là, tu sais. Exactement. Et puis, il y a des gens qui vont te dire, dans ce cas-là, je vais voter pour la vraie copie, pas pour la copie, pour la vraie version, pas la copie de la version. C'est ça. Mais, et puis, de toutes les manières, comment tu veux qu'un chef politique, là, en l'occurrence, Jack Meeting, comment veux-tu qu'il aille en élection, dire aux gens, il faut changer le gouvernement Trudeau par un gouvernement néo-démocrate, alors que c'est le gouvernement néo-démocrate qui a permis au gouvernement Trudeau de vivre pendant l'entièreté du mandat. Donc, c'est pour ça que je te dis, les alliances, c'est une très bonne chose. Il y a quelque chose... très bonne chose. C'est-à-dire, il y a une forme de pragmatisme qui peut en ressortir de là. Je peux comprendre qu'il y ait des strates entières de la population qui considèrent en gagner quelque chose. D'autres, je les comprends, d'autres qui se sentent trahis en se disant, là, c'est parce que c'est pas non plus ça qu'on voulait. Mais au final, stratégiquement, pour les partis politiques, tant pour les libéraux que pour les néo-démocrates, ça peut être, comme on dit en anglais, slippery slope. C'est intéressant. Écoute, il reste encore une semaine avant la rentrée. Moi, je prévois une rentrée au fédéral quand même houleuse. Je pense que Poilievre va vouloir continuer sur ce rythme-là. Et je vais être honnête avec toi, j'aime bien le nouveau Poilievre, celui qui a mis un peu de côté le bulldog là, qu'on a connu dans... C'était quoi? C'était... comment il l'appelait? Angry Pierre ou un truc genre? Je sais pas comment, mais on l'a tous vu. Il était un élu, quand même, un parlementaire très agressif. Puis je te mens pas, j'aime beaucoup son nouveau profil, j'aime beaucoup plus sa nouvelle approche de parler de choses qui font du sens, que tout le monde peut logiquement trouver que ça fait du sens. Dans le fond, c'est ça, common sense, comme il dit, c'est sa ligne, puis il continue à la frapper. Donc, je suis très intéressé de voir comment il va réagir en Chambre, mais ça ne m'étonnerait pas non plus que la rentrée soit très houleuse au fédéral. Écoute, je peux pas être en désaccord avec ce que tu viens de dire. Moi, je crois que Pierre Poilievre a réussi brillamment quelque chose dans la dernière année. C'est celle... je pense qu'il est de plus en plus en train d'incarner ce qu'on appelle le gouvernement en attente. Parce que, tu sais, souvent, là, pour qu'une opposition officielle arrive au pouvoir, il faut qu'elle puisse l'incarner. Et le chef de l'opposition officielle, là en l'occurrence lui, doit avoir un costume taillé sur mesure
quand il devient chef de l'opposition officielle, mais il doit aussi essayer de porter le costume de Premier ministre. Puis il fait... Et là, en ce moment, il le fait. C'est vrai qu'il a... Je ne vais pas dire qu'il a changé de ton, parce que c'est pas vrai, parce que Pierre Poilievre est Pierre Poilievre et il va toujours servir du Pierre Poilievre. Au moins sur l'image, on voit un nouveau personnage. C'est sûr qu'il a affiné un peu son image. Ça paraît qu'il a eu des conseils de grands spécialistes de la communication, les lunettes qui sont parties, le T-shirt. En plus de ça, le T-shirt, pas les manches retroussées. Les manches de retroussées, ça fait très Trudeau. Ouais. Donc là, c'est le T-shirt. Ouais, ça fait beaucoup l'homme du peuple, genre. Moi, je m'habille... Ouais, mais l'homme de famille aussi, avec son épouse, ses enfants, puis c'est une belle famille. Je veux dire, c'est de belles images aussi. Une famille un peu plus traditionnelle, dans le sens que lui il veut incarner la famille conservatrice, là, avec attention, hein, je suis pas en train de dire que famille Trudeau, ça incarnait pas ça, même si, évidemment, les dernières nouvelles viennent un peu entacher l'image familiale. Ouais, l'image d'une famille idéale qui a été projetée dans le passé. Bon, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est des milliers de familles au Canada qui connaissent des situations similaires, donc on va être solidaire de ce genre de situation. Mais enfin bref, tout ça pour dire que oui, son image est rafraîchie. Alors, c'est à lui d'essayer de la maintenir pendant la prochaine année et surtout de ne pas revenir à ses anciens réflexes. Et s'il reste comme ça, et que bon, il continue à faire son travail de watchdog, excuse-moi, là, je veux dire l'Assemblée nationale, mais c'est à la Chambre des communes. Écoute, avec l'usure du pouvoir, etc., là, c'est pas impossible qu'il nous surprenne. Bon, maintenant, est-ce qu'il va nous surprendre avec un majoritaire conservateur? Est-ce qu'il va nous surprendre avec un minoritaire conservateur? Je ne le sais pas. Le futur nous le dira. J'ai encore un peu de misère malgré les sondages. Tu parlais de 15 points d'avance donnés par certains sondages. Abacus, pour ne pas le nommer. Ça le met en zone majoritaire, clairement. Mais moi, je resterai prudent. Parce que le pays est très divisé et d'une province à l'autre, les choses sont très différentes.